Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, directeur scientifique du Cerium, professeur de sciences politiques et votre animateur. Aujourd'hui, l'opposition se réveille-t-elle en Russie? Son nom est sur toutes les lèvres. Alexeï Navalny est devenu une figure emblématique de la contestation, de l'autoritarisme et de la corruption en Russie. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, divers mouvements d'opposition, institutionnels ou non, agissent malgré la répression. Alors, comment comprendre l'opposition à Vladimir Poutine en Russie? Pour nous éclairer, nous recevons Guillaume Sauvé, chercheur au Cerium, spécialiste de la Russie et de la communauté des États indépendants. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu cette nébuleuse de la contestation, de l'opposition, dont le pouvoir est relatif, on le sait, mais qui s'exprime aussi dans différents contextes institutionnels, soit plus systémiques, soit plus antisystémiques. Oui, alors effectivement, quand on parle de l'opposition en Russie, en fait, ça recouvre toute une vaste gamme de phénomènes qui ne se ressemblent pas vraiment les uns avec les autres. Donc, juste pour clarifier, on dirait que généralement, il y a deux types d'opposition en Russie. Pour reprendre les termes, le jargon des spécialistes de la Russie, on dit qu'il y a l'opposition donc intra-système, donc l'opposition à l'intérieur du système, et il y a l'opposition extra-système ou hors système, qui, comme son nom l'indique, donc fonctionne à l'extérieur du système établi. Bon, alors pour bien les distinguer, la première, l'opposition intra-système, c'est l'opposition qui participe aux élections, hein, qui est autorisée à participer aux élections, qui gagne des sièges. Et donc, il faut bien comprendre, là, je comprends que la Russie, dans l'esprit de tout le monde, est un régime autoritaire et c'est sans doute vrai à de nombreux égards, mais ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Union soviétique. Il y a le multipartisme en Russie et il est réel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des partis, en plus du parti dominant, le parti de Russie unie, le parti de Poutine, il y a aussi le parti Russie juste, centre-gauche, le parti communiste, hein, surtout basé sur la nostalgie de l'Union soviétique, et le Parti libéral-démocrate, qui est le plus mal nommé des partis, puisqu'il n'est ni libéral ni démocrate, mais surtout proto-fasciste. Et donc, ces trois partis-là, principalement, participent à chacune des élections régionales, présidentielles, etc., et emportent des sièges, sans jamais menacer la domination de Russie unie. Mais donc, si on les autorise à participer, c'est parce que justement, ils sont considérés, du point de vue du Kremlin, comme une opposition, là-bas on utilise l'expression constructive, qui est un euphémisme pour dire donc qu'ils ne menacent pas l'entièreté du système et surtout la domination donc des gens qui détiennent le pouvoir. Donc, c'est une sorte d'accord donnant-donnant qui a été établi dans les deux premiers mandats de Poutine, donc dans les années 2000. Ces partis acceptent les termes du Kremlin, c'est-à-dire donc ils participent aux élections, mais une fois qu'ils sont au Parlement, à la Douma, ils critiquent sur des questions mineures le pouvoir, mais votent toujours avec le pouvoir sur toutes les questions importantes, comme l'annexion de la Crimée ou la réforme constitutionnelle en 2020. Et en échange, ben, le Kremlin les laisse justement participer aux élections, les laisse apparaître dans les médias et les laisse profiter de tous les privilèges qui viennent avec le fait d'occuper certains postes au Parlement, dont l'immunité parlementaire qui est fort utile à certaines de ces personnes-là. Par ailleurs, il y a évidemment toutes les autres personnes qui s'opposent au régime, mais qui n'acceptent pas ces termes et qui ne sont pas, aux yeux du Kremlin, suffisamment constructifs, donc qui menaceraient le système et donc qui ne sont pas autorisés à participer à la lutte électorale, à ce multipartisme contrôlé, on pourrait dire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'opposition extra-systémique, l'opposition hors système. Et là, elle est extrêmement diverse. Elle va des libéraux comme Navalny aux nationalistes ou à la gauche extra-système et qui fait l'objet de différentes formes d'obstruction, que ce soit tout simplement le refus d'accepter leur candidature par la commission électorale, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas participer aux élections, ou différentes formes de pression judiciaire, légale, extra-légale, et qui vont parfois jusqu'à l'agression physique. Donc, voilà les deux grands types d'opposition. Alors justement, donc on comprend qu'il y a une opposition que vous avez appelée constructive, qui est en fait domestiquée parce qu'elle ne représente pas de menace. Et on comprend aussi que différents moyens judiciaires ou autres sont utilisés pour faire pression contre l'opposition anti-système. Mais un de ces moyens de pression qui marque l'imagination, c'est l'empoisonnement. Au fameux poison Novichok, qui a été utilisé, semble-t-il, par les services secrets russes, le FSB, à l'endroit d'autres, soit
figures de l'opposition, soit personnes considérées comme des dissidents ou des traîtres. On pense notamment à Sergueï Skripal il y a 2 ans et à sa fille. Et c'est ce poison qui a été utilisé contre Alexei Navalny. Alors, pourquoi empoisonner en Russie? Comment expliquez-vous l'usage de cette technique contre certains opposants ou certains dissidents? Il faut tout d'abord dire sur ces questions d'empoisonnement que là, on nage en plein roman d'espionnage et donc on est dans le domaine des hypothèses, des supputations, des informations qui auraient été transmises par certains anciens agents russes ou soviétiques qui nous apprendraient comment ça fonctionnerait là-bas. Mais évidemment, on ne sait rien de manière certaine. Donc, on est dans le domaine des hypothèses. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut bâtir comme hypothèse? Donc là, les allégations qu'on a, c'est que, par exemple, comme vous l'avez dit, Sergei Skripal et sa fille en Angleterre en 2018 auraient été empoisonnés avec cette arme chimique, le Novichok, qui aurait été développée à l'époque soviétique, donc comme arme pour un empoisonnement, pour des assassinats politiques, disons. Et Navalny, à son tour, donc en août 2020, aurait été assassiné. Il y aurait eu une tentative d'assassinat avec la même arme chimique. Bon, ça pose beaucoup de questions, en fait, l'usage de cette arme chimique, parce que, à bien des égards, c'est comme une sorte de signature de l'État russe, et presque même de l'État soviétique, hein, puisque ça remonte à cette époque-là, puisque c'est bien évident que, contrairement à une balle de pistolet, le Novichok ne peut pas être utilisé par le commun des mortels. Oui? Si Navalny a probablement des milliers d'ennemis en Russie, bien peu d'entre eux auraient les moyens de mettre la main sur le Novichok pour l'empoisonner, alors que la plupart des autres le feraient de manière autrement plus expéditive et aussi de manière beaucoup plus efficace, parce que ça, c'est un autre paradoxe, c'est pourquoi utiliser une arme aussi sophistiquée où il est comme écrit Kremlin qui clignote, tellement c'est évident que ça peut juste venir de là, et en même temps aussi peu efficace, puisque à la fois Skripal, sa fille, et Navalny ont survécu à cet empoisonnement, à cette arme, ce qui est censément mortel. Oui. Alors, une des explications qui a été avancée, c'est que ce serait que le Kremlin, en fait, ça y est parfaitement égal de laisser sa signature sur des assassinats politiques, puisque ça ferait partie d'une sorte de stratégie de provocation et de déstabilisation de l'Occident. Vous voyez déjà la manière dont je l'exprime que je suis assez sceptique par rapport à cette hypothèse parce que je pense que le Kremlin a beaucoup à perdre à la détérioration de ses rapports avec l'Occident. Pour donner un exemple très concret, les allégations d'empoisonnement sur Navalny risquent de mettre fin au projet Nord Stream 2, qui est un gazoduc construit dans la Baltique entre la Russie et l'Allemagne, un projet dans lequel la Russie a des intérêts extrêmement importants et qui, s'il venait à être annulé, les États-Unis font une pression immense pour qu'il soit annulé. Si Merkel finissait par l'annuler, ce serait une catastrophe pour la Russie. Donc, de ce point de vue-là, ils ont vraiment à perdre à voir l'image du Kremlin éclabousser comme ça en public. Et donc, dans ce cas-là, ça pose aussi la question comme je l'ai dit, de l'inefficacité. Pourquoi il n'utiliserait pas une arme plus efficace? Et Poutine, de manière extrêmement cynique, a lui-même dit « Ce ne sont pas nos services secrets qui ont essayé de le tuer. La preuve, c'est qu'il est encore en vie. » C'est quand même assez frappant comme déclaration. Ce à quoi Navalny lui-même répond dans ses vidéos que, en fait, sa survie est justement la preuve de l'incompétence et de la dégradation complète des services secrets russes sous Poutine, ce qui est évidemment un moyen de plus pour lui, en tant qu'opposant, de dénoncer Poutine dans un sens en mettant les services secrets de son côté, en disant « Vous seriez bien mieux si c'était moi qui dirigeais la Russie, car avec Poutine, vous êtes en train de vous détériorer complètement, vous n'êtes même pas capable de m'assassiner convenablement. » Vous voyez qu'on est dans des jeux assez retors. Donc, voilà pour les hypothèses qu'on a en ce moment au sujet de l'usage du Novichok, mais tout ça, évidemment, demeure très mystérieux. Et comme il n'y aura pas d'enquête en Russie, ça va demeurer mystérieux. Alors, il y a toute une tradition de dissidents, d'opposants, soit des oligarques, soit des figures intellectuelles, sur lesquelles l'Occident projette peut-être certains fantasmes. On a envie très souvent de voir une opposition libérale, démocratique se réveiller en Russie. Est-ce que Alexei Navalny se distingue de cette tradition ou est-ce qu'on est dans le même cas de figure? Parce qu'on observe quand même qu'il a mis en œuvre une stratégie de communication qui semble porter ses fruits. Il y a eu des manifestations
importante en Russie depuis son retour et son arrestation. Est-ce que Navalny, pour vous, c'est une énième variation sur le même thème ou se produit-il quelque chose de nouveau en Russie aujourd'hui? Mais comme toujours, ça s'inscrit dans une tradition qui est plus ancienne. Puis en même temps, c'est vrai qu'avec Navalny, on a des éléments qui sont nouveaux. Alors, c'est vrai que ça s'inscrit dans une tradition plus ancienne. D'une part, c'est vrai qu'il correspond toujours un peu à cette image de l'opposant idéal, comme vous dites, libéral-démocrate, que l'Occident attend de voir émerger en Russie, un peu comme Sakharov à l'époque soviétique ou dans un sens, c'est un peu comme ça que Khodorkovsky avait été interprété aussi dans les années 2000. Ce qui est à la fois vrai et pas tout à fait vrai dans le cas de Navalny, puisque c'est vrai que il fait partie, comme je l'ai dit, du camp libéral, de l'opposition hors système, de par ses critiques de l'autoritarisme, de par ses critiques de la corruption. Mais il faut aussi dire, ce sur quoi des fois la presse occidentale est passé un peu rapidement parfois, que Navalny, au début de sa carrière politique, donc il y a une quinzaine d'années, a très fortement flirté avec le nationalisme anti-immigration et donc avec un racisme xénophobe très fort, qui est très répandu en Russie par ailleurs, donc qui n'était pas propre à Navalny, mais qui justement a un peu aidé à bâtir sa popularité au début de sa carrière. Maintenant, il s'est un peu détourné de ça et comme je l'ai dit, il se base surtout sur la critique de la corruption et de l'autoritarisme. Ensuite, la nouveauté avec Navalny, c'est d'une part, c'est son talent médiatique, on pourrait dire son talent de communicateur. Contrairement à bien des figures de l'opposition, et même y compris de l'opposition hors système, qui sont souvent à la Sakharov, justement, des intellectuels très sérieux, très réfléchis. Navalny, non, c'est une bête politique, il est très bon communicateur, vraiment, il est bon dans une foule, il est bon dans ses discours et il est surtout très bon sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un homme de sa génération, donc il est connu par ses vidéos. Il n'y a pas trop le choix, il faut dire, puisqu'il fait l'objet d'une censure dans les médias principaux. Il ne passe jamais à la télé. Donc, c'est repris donc, sur les médias sociaux, y compris surtout sur sa chaîne YouTube, où il fait des vidéos très amusantes, très vivantes, très plein d'humour, très sarcastiques, etc. Et ça fonctionne très bien, donc il y a des millions de vues. Et de ce point de vue, c'est une grande réussite et c'est donc le premier des représentants de l'opposition hors système à avoir réussi à bâtir, pour cette raison-là, d'abord un réseau qui va rejoindre les jeunes en Russie, qui sont généralement plutôt dépolitisés en Russie, et qui, d'autre part, va rejoindre les jeunes dans toutes les villes de Russie et pas seulement Moscou, Saint-Pétersbourg, qui sont les bastions traditionnels de l'opposition. Et donc, ça, c'est un de ses accomplissements. Et son dernier accomplissement, qui est très récent, c'est qu'il a refusé la solution de l'exil qui lui était en gros proposée par le régime, quand le régime a très clairement fait sentir ou affirmé qu'il serait empoisonné. Quel lapsus intéressant. Il serait emprisonné s'il revenait en Russie après son empoisonnement, justement. Eh bien, il a choisi de revenir. Alors que, justement, Khodorkovsky ou Berezovsky ou d'autres, Kasparov, d'autres figures de l'opposition avaient choisi la sécurité et l'exil. Lui a choisi de revenir en Russie pour poursuivre sa vie politique et bien, ça a signifié, comme prévu, la prison. Ce qui est donc effectivement un geste courageux, mais on verra pour la suite. Voyez-vous des alliances possibles entre l'opposition constructive, parlementaire, intrasystème et cette opposition extrasystème que représente Navalny ou pas? C'est très intéressant parce qu'en fait, je pense que c'est un peu le pari à moyen terme de la stratégie de Navalny. Parce qu'évidemment, il faut se dire, bon, c'est l'opposition numéro un, mais qui ne peut pas participer aux élections, l'avenir est bloqué. Je veux dire, il peut provoquer des manifestations, mais à moins d'imaginer une révolution, ça ne donne pas le pouvoir. Hein? Donc, comment il pourrait prendre le pouvoir ou comment il pourrait contribuer à faire advenir un changement de pouvoir, peut-être pas à son profit, mais au profit de quelqu'un d'autre, ça serait probablement, je pense, à moyen terme, à long terme même, par une alliance avec l'opposition intrasystème, et ça s'est déjà dessiné, en fait. En l'hiver 2011-2012, quand Poutine a annoncé qu'elle revenait pour un troisième mandat, il y a eu des très grandes manifestations en Russie, les plus grandes de toute l'histoire de la Russie post-soviétique. Et à ce moment-là, certains membres de l'opposition intrasystème ont tourné kazakh, ont fait défection et ont pris le côté des manifestants. Et là, le régime a paniqué. Parce qu'en fait, comme j'ai dit que tout le pacte avec l'opposition intrasystème repose seulement sur des intérêts,
Si les gens dans l'opposition intrasystème sentent qu'il est de leur intérêt de désormais prendre le parti du changement, tout ça peut basculer très rapidement. Ils ne sont pas loyaux plus longtemps que leur intérêt sera garanti. Et donc, c'est pour ça que la stratégie de Navalny, c'est ce qu'il appelle le vote intelligent, qui est de, à chaque élection, demander aux électeurs, non pas de voter pour lui, il n'est pas candidat, mais de voter pour le candidat qui a le plus de chances de battre Russie unie à chaque élection. Ce qui veut dire, en l'occurrence, c'est toujours des gens de l'opposition intrasystème. On s'entend, là. C'est des gens du Parti communiste, du Parti libéral-démocrate qui vont prendre les votes à la place de Russie unie. Donc, évidemment, c'est vu que ces gens-là font partie de l'opposition intrasystème, ils ne vont pas changer les choses, mais ils affaiblissent la pyramide construite par Vladimir Poutine dans une stratégie, je pense, à moyen et long terme de, justement, érosion de ce système en vue d'un changement. Alors, si je vous comprends bien, Guillaume Sauvé, l'opposition ne se réveille peut-être pas, mais elle n'est jamais tout à fait assoupie en Russie comme on pourrait le croire. Tout à fait. Ben, je vous remercie de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, Guillaume Sauvé. Un grand merci aussi à l'équipe technique et aux recherchistes d'Arrêt sur le monde et évidemment à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média qui nous permettent de faire quelques minutes un arrêt sur le monde. À très bientôt.